Alors aujourd'hui, on va parler low code, donc un des aspects assez importants de la plateforme, voire primordial de la plateforme, un des gros différenciateurs. Mais avant de commencer à parler low code, bon, pour ceux qui connaissent déjà Nuxeo, ça va être un peu une répétition, mais pour ceux qui connaissent pas encore, il y en a des nouvelles personnes à chaque webinaire, donc je vais faire une petite présentation de qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, première chose, donc une petite vue de synthèse, hein, je ne vais pas passer 3 heures à vous expliquer qui est Nuxeo, mais c'est important de connaître un petit peu le contexte. Donc, Nuxeo, donc une plateforme de services de contenu, donc on est éditeur logiciel, créé en 2008. Donc, nous avons élaboré la solution à partir de 2008. On est environ 150 employés dans le monde, répartis entre la France, historiquement, c'est là où il y a la R&D et des équipes techniques, il y a aussi un petit peu d'équipe commerce. On a une équipe au Portugal qui s'occupe plutôt de la partie engineering et web. Et après, on a des équipes aux États-Unis et un office qu'on vient d'ouvrir depuis un an au Japon. On a plus de 250 clients dans le monde, dans tout type d'activité, et on a une croissance régulière de 35% par an. Donc ça, c'est pour la société. Et en termes de solutions, donc qu'est-ce que offre Nuxeo? Nuxeo, c'est une solution, une plateforme de gestion de contenu qui offre du service aussi bien dans les grandes catégories qui sont l'ECM, donc la gestion documentaire un peu classique, le DAM, la gestion documentaire liée aux médias, et le case management, donc tous les process qui sont associés aux entreprises, donc comment on fait avancer l'évolution d'un dossier, les workflows, les processus d'entreprise. Et tout ça, on le fait notamment en France avec un réseau de partenaires actifs qui nous aident à intégrer et déployer la solution. Deuxième point un petit peu plus, encore un peu générique, mais l'idée ici, c'est de bien contextualiser. Donc, on est une plateforme qu'on appelle Null Génération. Donc, ça vient surtout du principe du fait que on gère tout type de contenu. Donc, on va aussi bien gérer des documents Office classiques qu'on va aussi générer. On va supporter des médias, des volumes, des vidéos volumineuses, des photos, du son, tout type de contenu, aussi de la donnée pure. Donc, c'est ce qui fait on se considère comme une nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une plateforme qui va gérer tout type de contenu. Ça. Deuxième point important, la performance. Donc, en fait, on a une plateforme qui historiquement a basé beaucoup de sa R&D sur les performances de la plateforme. Pour nous, c'est très important de rendre un service optimal à nos clients. Et donc, on vient notamment de publier, donc je vous invite à regarder sur notre site web, un benchmark à 11 milliards de documents. L'étude était hyper intéressante parce que ça nous a permis, donc c'est 11 milliards de vrais documents, de vraies informations société. Et donc, ça nous a permis de tester notre scalabilité. Donc, comment on est monté progressivement de 1, 2, 3 jusqu'à 11 milliards de documents. Comment on a aussi réduit la voilure et comment s'est comporté le système en réduisant la voilure. Comment on peut décommissionner des éléments de la plateforme. Et donc, tout ce benchmark est très bien expliqué sur notre site web. Et je vous invite à aller le voir si la performance vous intéresse. C'était un exercice très intéressant pour nous. Le troisième point, comme toute plateforme de gestion de contenu, l'intérêt, c'est principalement de retrouver les contenus, donc pas seulement comment on y accède et comment on peut réexploiter ces contenus. Donc pour ça, on s'appuie sur deux briques fondamentales. La première, c'est Elasticsearch, donc c'est l'outil d'indexation qui va indexer tous les contenus en full texte, toutes les métadonnées, qui va vous permettre de définir vos images, vos interfaces de recherche. Donc, je crois que Greg vous en fera un exemple tout à l'heure. Et pour compléter cette recherche, on va dire un peu classique, on a aussi une branche IA. Donc en fait, dans nos serveurs, on a mis en place tout un système qui permet de faire de l'analyse sur vos propres données. Donc l'idée ici, c'est plutôt que d'utiliser les IA publics, comme on le fait déjà avec Google Vision ou Amazon Recognition pour venir taguer des photos, des vidéos. Ici, on va avoir des modèles d'apprentissage sur vos propres données et enrichir ces modèles-là et apprendre sur ces domaines. Le quatrième point, donc, qui est l'important aujourd'hui, c'est le low-code. Donc, le low-code, principalement, on le présente à travers Nuxeo Studio. Donc, la démo tout à l'heure, ce sera sur Studio. Et donc, en fait, c'est notre outil qui permet de modéliser les applications dans Studio. Je vais en parler un peu plus après. Et le dernier point,
notre architecture cloud native. Donc ça, c'est l'idée de pouvoir facilement déployer sur le cloud. Et on verra en quoi aussi notre approche low-code nous permet de facilement faire du déploiement optimisé et passer d'un système à un autre. Alors, le low-code, qu'est-ce que c'est pour Nuxeo? Donc, premier point, on dit low-code et pas no-code. Ça, c'est pour bien différencier avec d'autres plateformes. Donc, en fait, l'idée, en fait, c'est de vraiment faciliter la vie des personnes qui vont construire sur la plateforme. Donc, on va essayer de les amener le plus rapidement possible à un résultat et on va essayer d'éviter qu'ils aient des tâches réverbatives à faire. Donc, par exemple, dans Nuxeo Studio, on a deux pans. On a le pan où on va définir la modélisation de données et puis il y a toute une autre zone où on va définir la visualisation à travers l'interface de ces données. Bon, bah là, par exemple, le low-code, c'est de dire, une fois que j'ai fait mon modèle, tous les formulaires, toute la visualisation, en fait, on peut la générer automatiquement pour faciliter la vie de ceux qui paramètrent la solution. Donc, l'idée low-code, c'est vraiment faciliter et accélérer la façon de générer la solution. Pourquoi on ne dit pas no-code? Parce qu'en fait, il y a des plateformes qui sont no-code dans le sens où là, il n'y a que des clics-boutons et que des cases à déplacer. Par contre, le problème, c'est que quand on arrive à des limites, parce qu'en fait, il n'y a jamais de cas business standard, il y a toujours des cas business clients qui ont toujours une variante, toujours une spécificité qu'il faut implémenter. Et c'est dans ce cas-là où le no-code pur pourrait pas l'atteindre parce qu'on ne pourrait pas bouger les boîtes. Alors qu'avec le low-code, on est capable d'aller plus loin. Donc c'est pas juste des boîtes, mais c'est aussi la capacité, une fois qu'on a fait le gros du travail en low-code, de pouvoir aller plus loin en injectant du code, en venant faire des petites modifications. Modélisation simple et visuelle. Donc ça, je viens de vous le dire. L'idée, c'est que dans Nuxeo Studio, pour faire du low-code, on a deux approches. La première approche qui est très orientée structure de données, donc le cycle de vie, la définition des métadonnées, les types de documents, les schémas de données, tout ce qui va structurer fondamentalement l'application, est faite dans un espace particulier. Et après, toute la partie visuelle est faite, elle, dans une partie différente, mais les deux sont bien sûr couplés. Donc tout ce que vous faites dans la modélisation, on va vous aider à générer très facilement et automatiquement les éléments dans la partie visuelle. Et ça, c'est sans pour autant vous bloquer. L'idée, c'est de proposer des mises en forme, mais après, vous pouvez venir les adapter. Alors, à quoi ça sert principalement ça, cette capacité? C'est le troisième point, c'est comment on va supporter l'agilité. Donc, l'idée du low-code, c'est un des aspects très intéressants, c'est de pouvoir rapidement franchir toutes les étapes de design d'une solution et donc faciliter les liens avec les métiers. Donc, un des exemples classiques, c'est de se dire, bon, il y a un besoin métier, on va faire du design. Après, bon, une fois qu'on a le design, donc on a échangé avec les métiers, on va pouvoir développer, faire des tests, leur montrer, faire des retours et évoluer. Ce qu'il faut éviter, c'est l'effet tunnel, donc il y a trop de temps entre le design et la livraison d'une première version au client. Et donc l'intérêt d'avoir notre plateforme Low Code Studio, c'est qu'on va pouvoir générer très rapidement l'interface, la solution, et on va pouvoir construire une solution très rapidement. Alors pas forcément jusqu'au détail final de l'implémentation, mais on va pouvoir dégrossir l'application, donner un premier rendu au client, et comme ça, on va pouvoir échanger avec les métiers et pouvoir faire évoluer la solution. Et le dernier point, donc ça c'est aussi basé sur ce que je viens de dire, donc on va faciliter la chaîne d'intégration avec notre approche low-code, c'est qu'on vient avec tous les outillages qui vont permettre d'automatiser le déploiement, donc des sandbox de dev qui vont être couplés à des images Docker, qui vont permettre de facilement déployer dans des espaces de tests, de QA, de pré-prod et de prod, et de tout cet enchaînement-là, on y travaille très fort depuis 2 ans pour pouvoir faire une chaîne la plus simple possible et la plus simple pour les personnes qui développent. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de passer beaucoup de temps à paramétrer vos images Docker ou à paramétrer vos instances pour faire transiter votre intégration. On va vous simplifier cette intégration le plus possible pour justement faciliter ce que je disais, l'agilité et la capacité à engager le métier le plus tôt possible et le plus longtemps possible dans la création de solutions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nuxeo Studio, donc
Il y aura une démo juste après, mais principalement, on a donc une zone assez graphique où là, on va pouvoir justement, donc là, on voit un workflow, on peut déplacer des cases, on peut gérer graphiquement la création de solutions. Et en fait, une fois qu'on a créé ça, on va pouvoir l'utiliser pour déployer la solution. Donc à travers, pour les développeurs du hot reload, donc la capacité à implémenter les modifications sur une application en live. Et donc ça va très vite. Donc en mode développement, c'est très, très intéressant. Et quand on a besoin d'aller un peu plus loin, donc c'est pour ça qu'on est low-code et pas no-code. Donc ça, c'est la partie low-code. Mais quand on veut aller plus loin, avec Nuxeo, on peut franchir le cap d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut aussi venir intégrer du code Java, faire des connecteurs spécifiques avec des éléments très spécifiques qui ne peuvent pas être prévus par n'importe quelle application, notamment si vous avez des applications natives qui ont été développées dans votre IT. Et donc, on peut venir faire du code. Et nous, ce qu'on propose avec Nuxeo pour l'approche globale, c'est des outils, donc Nuxeo CLI, qui va permettre de packager ce que vous allez faire en termes de code spécifique Java. Et une fois que c'est packagé, vous allez pouvoir le réutiliser dans Studio comme une brique unitaire d'une action unitaire et la réintroduire, par exemple, dans un événement, dans un processus de workflow. Voilà pour l'introduction. Et maintenant, je vais laisser la main à Greg. Merci Thomas pour la super intro. Donc je vais passer présentateur pour pouvoir vous montrer la démo. Super intro pour vous présenter ce que c'est Nuxeo Studio. Là, ce qu'on va faire, on va se donner un petit challenge en 20 minutes de vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une application de zéro en vous faisant une démonstration de création d'une application pour gérer des sinistres dans le domaine de l'assurance. Donc déjà, peut-être pour ceux qui sont pas familiers avec l'interface Nuxeo native, donc pour voir un petit peu de quoi on parle. Donc ça, c'est ce qu'on a en déployant Nuxeo nativement. Donc vous voyez, on a des arborescences qui sont figées. Donc on a des domaines, des sections pour publier les documents, des espaces de travail. Là, j'en ai un que j'ai préparé pour ce webinaire. Et donc là, dans un espace particulier, je peux créer des types de documents, donc des fichiers, des dossiers, des notes. Et donc notre objectif là, c'est de se dire bon bah je pars de cette application qui est vierge et je veux pouvoir créer des types de documents particuliers, créer des recherches qui sont particulières, des cycles de vie particuliers. Donc là, on va rajouter un type de document ici qui soit sinistre. Après, on doit être capable de customiser l'affichage en consultant le document. Vous voyez ici sur la gauche. Oui. Grégory, est-ce que tu peux réduire la fenêtre GoToWebinar, s'il te plaît? Ah, pardon. Voilà. Merci. Merci. Donc, vous voyez sur la gauche, donc j'ai commencé par le menu de navigation ici, et ici on a la partie recherche, où là on peut rechercher suivant des mots contenus à l'intérieur du texte, suivant des créneaux de date. Donc, on va changer tout ça pour que vous puissiez profiter d'une nouvelle application qui va gérer les sinistres d'assurance. Donc, première chose, c'est aller sur Nuxeo Studio. Donc, on peut y aller si on connaît très bien l'URL, mais après on a une petite extension qui s'installe sur Chrome et Firefox qui vous permet en fait de faciliter toutes les opérations classiques de configuration d'une instance Nuxeo. Donc en la mettant, c'est ici que vous voyez le bouton de Hot Reload qui permet en fait de déployer à chaud sans avoir à redémarrer Nuxeo la configuration. Donc on va pas le faire tout de suite puisqu'on n'a rien préparé, mais on va aller directement ouvrir notre projet studio. Donc on s'authentifie. Voilà. Et donc là, on arrive sur son projet studio. Donc, comme l'a présenté Thomas, qui se scinde en deux parties. Une partie qu'on appelle modeler, qui va définir toute la partie, on va dire, bas niveau de votre application Nuxeo. Et la partie designer à droite, qu'on va naviguer dans un second temps, qui va vous permettre de pouvoir travailler toute la partie interface. Donc, tous les formulaires de recherche, de consultation de documents, les menus, les boutons, toutes ces choses-là. Donc, première des choses, on peut créer un type de document particulier. Donc, on veut gérer des sinistres, donc on va créer un type de document sinistre. Donc, ici, sur la gauche, vous voyez tous les différents menus pour pouvoir créer des items de configuration. Donc, on peut créer, si je déplie cette pile-là, on peut créer des types de documents, des cycles de vie, on peut créer des workflows,
des chaînes de traitement, des automations. Et ce qu'on va faire, c'est on va pouvoir créer au fil de l'eau ces différents éléments. Donc, première chose, donc je vais vraiment procéder comme on fait dans la vraie vie, j'ai envie de dire, sur un vrai projet. La première des choses, c'est définir le modèle de données. Donc ici, je vais aller dans la section type de document, j'appuie sur le bouton nouveau, et là, je vais créer un type de document. Donc on va créer un type de document sinistre. Et un sinistre pour nous, la première question à se poser, c'est de quelle forme a ce sinistre. Donc on va imaginer ici que c'est un fichier qui va être créé. Donc on dit qu'il hérite de fichiers. Donc de ce fait, on n'aura pas besoin de redéfinir tout ce qui est déjà un fichier. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de redéfinir qu'il va contenir un fichier principal, une date de création, un auteur, un créateur, etc. Donc là, première étape, en définissant mon type de document, je vais définir un jeu d'icônes pour pouvoir le différencier des, des icônes présentes par défaut. Donc, j'en ai déjà préparé avant. Donc, je vais prendre cette image-là pour un sinistre. Donc, petite voiture. Voilà. Je vais prendre le même pour la petite et grosse icône. Et je dois en définir une troisième qui est SVG pour un affichage sur notre interface Web UI, celle que vous avez vue et je vous ai présenté en début de webinaire. Donc là, j'ai pu définir des icônes particulières. Et ce que je vais faire maintenant, je vais simplement définir des propriétés. Donc pour ça, on va aller sur la partie schéma. C'est là-dedans qu'on définit toutes les propriétés qu'on veut. On voit que on hérite déjà d'un certain nombre de propriétés parce qu'on hérite de fichiers. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est surcharger cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais définir une date de sinistre. Donc vous voyez, j'ai juste appuyé sur un bouton créer date sinistre. Je vais créer un gestionnaire et je vais créer un identifiant sinistre. Voilà. Donc là, c'est très rapide, on peut en créer à l'appel des propriétés, c'est très simple. Donc quand on crée des propriétés, après, il faut se poser évidemment le type de format qu'on souhaite attendre. Donc une date de sinistre, vous voyez que par défaut, on vous propose une liste. Ça peut être un booléen, c'est-à-dire oui ou non, donc une case à cocher en quelque sorte, une date, un entier. On peut même stocker des fichiers dans des propriétés. Dans notre cas, donc il s'agit d'une date. Donc je vais indiquer que c'est une date. Ensuite, le gestionnaire, bon, c'est une chaîne de caractères, mais on imagine mal la personne remplir à la main le nom d'une personne. Ça va être quelque chose, en fait, on veut rechercher sur une liste existante. Donc pour ça, on peut déjà définir une propriété pour qu'elle accueille des utilisateurs ou des groupes. Et on peut aller un peu plus loin sur cette définition de propriété en cliquant sur le petit bouton Edit pour pouvoir un peu plus donner des contraintes sur cette propriété. Donc par défaut, ici, c'est des groupes ou des utilisateurs. Dans notre cas, un gestionnaire, c'est pas un groupe, ça sera un utilisateur. Donc ici, je peux restreindre le fait que je veux juste un utilisateur. Et ensuite, on peut définir des choses particulières. On peut dire si c'est requis. On peut donner un format minimal, une longueur. Donc dans mon cas, ce qui est pertinent pour un gestionnaire, c'est simplement de dire que c'est requis. Dernière partie, je veux mon identifiant. Donc dans mon cas, ça va bien être une chaîne de caractères, donc un string. Donc là, j'ai fini. Donc là, en une minute, j'ai défini un type de document. On veut pas, dans notre cas, créer des sinistres n'importe où. On veut que le sinistre, on puisse le créer dans un espace particulier et pas le mélanger avec des fichiers, des images, ce genre de choses. Donc on veut un peu restreindre où est-ce que je peux créer un sinistre. Donc on va créer un type de document pour pouvoir stocker uniquement les sinistres. Donc on va l'appeler dossier sinistre. Et lui, contrairement à l'autre, ça va hériter d'un dossier. Donc, il va avoir le comportement d'un conteneur d'éléments, donc comme un dossier. Donc, de la même manière qu'on peut typer des choses qui ressemblent à des fichiers, on peut également typer des types de dossiers. Donc, hop. Donc là, j'ai simplement créé un type de dossier uniquement pour mes sinistres et je vais pouvoir lui rajouter quelques icônes particulières. Donc, je vais faire celui-là, le premier. Donc, j'en mets mes petites icônes. C'est presque ce qui prend le plus de temps, finalement, que de définir des propriétés. Hop, donc je vais mettre celui-là. Nickel. Ah, je me suis fait avoir, il faut que j'appuie sur le bouton upload. Voilà. Voilà. Et c'est exactement le même mécanisme que pour le reste, c'est-à-dire qu'on a une page de définition et une page avec des propriétés. Donc pour aller plus vite dans cette démonstration, je ne vais pas rajouter des propriétés, mais on pourrait dire le dossier de sinistre contient une propriété, le nombre de sinistres validés, traités ou ce genre de choses.
Donc, on a défini nos deux types de documents. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir bien indiquer que dans un dossier de sinistre, je peux créer des sinistres et un sinistre ne peut être créé uniquement que dans un dossier de sinistre. Donc, pour ça, donc là, je suis mon dossier de sinistre. Par défaut, ici, on est en train de dire que mon dossier de sinistre, il peut être créé uniquement dans un dossier, pour faire simple. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il soit au niveau le plus haut, c'est-à-dire le domaine. Donc, le domaine, c'est le premier niveau, c'est ce niveau-là. Donc, on veut directement cliquer ici et pouvoir créer directement notre dossier de gestion de sinistre ici, sans avoir à réutiliser les dossiers sous-dossiers par défaut proposés par Nuxeo, parce que ça n'a aucun sens dans mon contexte métier. Donc, je peux le créer dans un domaine. Et qu'est-ce que je peux avoir comme enfant? Eh ben, je peux juste créer des sinistres. Et je vais faire exactement la même chose côté sur mon sinistre. Je vais simplement lui indiquer que je veux que les sinistres, je peux uniquement les créer dans les dossiers de sinistres. De cette manière, on contrôle bien où est-ce qu'on peut générer les éléments. Donc ça, c'est bien. Donc tout ce que je vous ai dit, ça serait bien de pouvoir directement au niveau du domaine créer ces dossiers de sinistres. Mais on n'a peut-être pas envie que l'utilisateur à chaque fois ait créé un dossier de sinistre. Donc on va pouvoir automatiser les créations d'arborescence. Donc les créations d'arborescence, c'est ici, c'est ce qu'on appelle les structure template. Mais j'ai pas envie de la créer de quelque chose qui est vide. Je veux réutiliser des composants qui sont existants. Donc dans Nuxeo Studio, on a la capacité de pouvoir réimporter des applications existantes. Donc ce qu'on vous propose, c'est que ici, je peux importer des packages ou des définitions des contributions, dont celle qui est présente par défaut. Et pourquoi est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ça parce que je vais pouvoir du coup récupérer la configuration qui génère l'arborescence par défaut. Donc là, je l'ai réimporté et vous voyez que maintenant, quand je vais dans Structure Template, j'ai une entrée. Et justement, en cliquant dessus, c'est bien l'arborescence qui est générée quand je vous ai montré le Nuxeo. Donc j'ai bien un dossier Workspaces, section template. Donc là, simplement, donc vous voyez que d'une part, je suis capable de créer des éléments de zéro, mais je suis aussi capable de surcharger des choses existantes. Parce que c'est en général, on customise l'interface existante et on rajoute de nouvelles choses. Donc ici, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je crée un domaine, je veux créer un dossier de sinistre. Dossier de gestion des sinistres. Et vous voyez qu'en plus, on est capable de pouvoir rajouter des permissions automatiquement sur cette génération automatique. C'est ce qu'on appelle ici les ACL. Pour gagner du temps, je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà, donc là, en 2 minutes, j'ai défini une arborescence automatique. Je pourrais aller à autant de niveaux que je le souhaite. Dernière étape au niveau de la partie de structuration de la donnée, ce qui est très important, c'est de pouvoir définir ce qu'on appelle un cycle de vie à mon type de document. Là, si je crée un document, donc je vais j'en prendre un qui était, par exemple, celui-là. Si je le glisse et que je le dépose et que je le crée, donc ça, c'est le comportement natif. Vous voyez que par défaut, son état de cycle de vie, c'est projet. Ça n'a pas de sens d'avoir un sinistre déclaré en projet. Donc, on va en créer un très simple qui va être un sinistre est ouvert et un sinistre est traité. Aussi simple que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on a une partie cycle de vie. Donc, vous voyez qu'on voit celui qui est par défaut, vu qu'on a apporté la contribution générique de Nuxeo. Et nous, ce qu'on va faire, on va en créer une, on va créer un nouveau cycle de vie. Donc, je vais juste le préfixer de manière standard. Voilà. Donc, je lui donne un identifiant. Et là, je vais le dessiner. Donc, vous voyez, on est sur une interface complètement graphique. Je suis pas avec du XML ou des choses compliquées. Donc, je définis par défaut un état initial. Donc, on va dire que c'est ouvert. Et je vais en définir un autre état qui va être traité. Voilà. Et après, pour relier les choses, il y a juste à mettre sa souris dessus, prendre la petite flèche et aller de l'un à l'autre. Et sauvegarder. Et là, j'ai défini un cycle de vie, de manière très simple. Donc, vous voyez qu'il m'a calculé automatiquement les transitions. Donc là, pour le webinar, je fais juste faire 2 étapes. Évidemment, on peut aller avec des transitions qui vont dans tous les sens, avec une dizaine d'états de cycle de vie possibles. Ce que j'ai simplement à faire maintenant, c'est aller sur mon sinistre, ici que j'ai défini, et
dans sa partie de définition, on voit que son cycle de vie, c'est celui qui est par défaut. Et là, je vais dire, bah non, je veux pas celui qui est par défaut, je veux juste celui que je viens de définir. Donc là, j'ai créé mon cycle de vie, je l'ai directement rattaché à mon type de document. Donc, ce qui fait que quand je vais créer un sinistre, il sera pas en projet, il sera en ouvert, automatiquement. Donc ça c'est vraiment bien. Maintenant, on va essayer de rajouter un petit peu de logique sur notre document. Donc, si je reprends les différentes propriétés, on a un identifiant, une date de sinistre, un gestionnaire. Euh, Dans les cas classiques, les identifiants, vous les avez sur tous les types de documents. Et en général, ces identifiants, ils sont on les remplit pas manuellement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire en sorte de précalculer automatiquement ce sinistre ID. Donc, pour cela, on va se dire qu'à chaque fois que je crée un document, j'exécute un traitement qui va me remplir cette valeur-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Tout ça, c'est ce qu'on appelle dans le traitement, dans ce qu'on appelle les automations. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir déjà un événement. Donc, je vais l'appeler remplir ID. OK. Après, à chaque fois, les noms que je donne, vous pouvez donner celui que vous voulez. C'est vraiment suivant vos conventions de configuration ou de nommage. Donc, je vais donner. Donc, vous voyez qu'on a une palanquée d'événements qui sont disponibles. Donc, vous pouvez lancer des logiques quand le document est créé, quand le document est copié, déplacé, mis à la corbeille. Donc, nous, ici, on va juste utiliser document est créé. On veut juste appliquer cette chose-là. Ensuite, on a des filtres. Quand est-ce que s'exécute le traitement? Bah, juste sur un sinistre. Donc, à chaque fois qu'il y a un document qui se crée et que c'est un sinistre, je vais définir ici en bas. Donc, vous voyez qu'on peut rajouter des filtres. Donc, c'est suivant l'appartenance de l'utilisateur à un groupe, sa localisation. Je vais créer un traitement particulier. Donc, je vais l'appeler remplir ID. Voilà. Donc, on a deux modes. On peut avoir un mode que je vais vous montrer pendant ce webinaire qui est avec un éditeur visuel pour pouvoir définir des traitements de manière très simple. Et après, pour les profils plus avancés, comme vous a dit Thomas, on peut aller sur de l'écriture en mode JavaScript pour vraiment faire des boucles et des choses comme ça qui sont plus compliquées. Pour nous, on n'en a pas besoin. Donc là, je l'ai créé automatiquement. Donc j'ai créé un événement. À chaque fois que j'ai un sinistre qui se crée, j'exécute quelque chose et là, je vais définir qu'est-ce que je veux calculer. Donc là, on arrive sur la partie automation chain, c'est-à-dire la partie où on va créer des logiques métiers. Donc par défaut, on vous propose plus de 100 opérations au moins disponibles sur lesquelles vous pouvez jouer un peu comme des Lego et combiner votre logique métier particulière. Donc, vous voyez qu'on a des différentes catégories. On a toutes les opérations qui sont liées aux conversions. Donc, des conversions qui sont liées à des PDF, par exemple, mettre des watermarks, un texte en watermark sur un PDF. Si je prends la partie file, vous voyez que vous avez toutes les opérations pour, par exemple, récupérer une conversion particulière, attacher un document. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est toutes les opérations liées à un document. Donc, vous voyez qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir, par exemple, ajouter un document favori, le copier, le créer, le bloquer. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre à jour une propriété. Donc, il faut évidemment juste connaître le nom de cette propriété. Donc, c'est le document de cette property. Et vous voyez que sur la droite, en fait, on est en train d'empiler les traitements. Donc là, j'ai récupéré mon document. Il me demande, donc, XPath dans le langage Nuxeo, c'est le nom technique de la propriété qu'on a créée, donc qui était ici. Donc, je sais que c'est sinistre, que ça vient du sinistre. Donc, à chaque fois, c'est préfixé par le type de document et ensuite son identifiant tel qu'on l'avait écrit. Donc là, si je commence à taper SI, j'ai directement la liste des différentes valeurs possibles. Donc nous, ce qu'on veut mettre à jour, c'est l'identifiant. Donc on va le sauvegarder et ici, on va écrire cette valeur. Donc si je mets Toto ici, ça veut dire qu'à chaque fois que je crée un document, l'identifiant va s'appeler Toto. C'est pas ce qu'on veut, mais on veut des trucs plus particuliers. Donc pour aller plus loin, on a quelque chose qui va nous permettre de construire des formules et des structures, un peu comme sur Excel, quand vous définissez des calculs de cellules. Donc là, on a des fonctions qui sont déjà disponibles, qui vous permettent en fait de focaliser sur ce que vous voulez créer. Donc par exemple, je veux que tous mes sinistres s'appellent SIN pour sinistre, un trait d'union. Je veux qu'il m'affiche l'année de création. Donc l'année de création,
Vous voyez que dans tous les opérateurs disponibles, j'ai récupéré moi la date du jour. Et dans la date du jour, on peut utiliser ce qu'on appelle des patterns. C'est-à-dire comment est-ce qu'on veut structurer la date. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Et j'ai plus qu'à cliquer sur insérer. Et tout ce que j'ai à faire, c'est contrôler cette partie pattern et mettre à jour sur ce que j'ai besoin. Donc c'est jour, mois, année. Donc dans mon cas, je veux que ça soit jour. Donc je mets les petits dés pour les jours, les mois, et je mets un trait, et je mets les années. C'est le grec comme en anglais. Donc là, ça va me créer signe, tiret, jour, mois, année. Je mets un autre tiret, et très souvent, ce qu'on a dans ces histoires d'identifiants, c'est un compteur qui va s'incrémenter à chaque nouveau document. Donc ça, c'est une logique qu'on n'a pas besoin de recréer et de redévelopper. On a déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est dans les fonctions qu'on a préfixé fn, et il y en a un qui s'appelle avoir l'identifiant suivant, et on insère, et ça va être un compteur qui va être initialisé, qui va grandir de 1 en 1 à chaque fois qu'on va créer un document. Voilà. Et là, j'ai simplement, juste avec du clic, défini une structuration particulière pour remplir ce champ. Tant que je suis là, je vais en créer une deuxième qui va me permettre de mettre à jour le cycle de vie. Pour passer en validé. On va voir derrière pourquoi. Donc, de la même manière, on va dans les opérations liées à un document. On en a une qui nous permet de passer d'un cycle de vie, d'un état de cycle de vie à un autre. Et à chaque fois, vous voyez que ces opérations, elles demandent des paramètres qui sont différents. Là, je veux changer un état de cycle de vie, donc ce que j'ai besoin, c'est de la transition. Donc, elles sont toujours préfixées par Théo pour tout. Et là, vous voyez que il me le remplit automatiquement, simplement parce qu'il voit que dans mon projet studio, j'ai qu'un seul cycle de vie avec une seule transition. Donc, il n'a pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de cliquer dans tous les sens pour me retrouver. Donc là, j'ai pu définir un cycle de vie. Qu'est-ce qu'on fait ensuite généralement? On va créer rapidement un écran de recherche. Donc, vous voyez, cette logique-là, j'ai défini en 5 minutes un écran de recherche. Donc, c'est dans ce qu'on appelle dans Nuxeo les page providers. Donc, c'est simplement un nom technique pour dire une recherche particulière. Donc là, je vais faire une recherche pour les sinistres. Donc là, vous voyez, ce qu'on va spécifier ici, c'est quels sont les différents critères de recherche pour qu'après, visuellement, l'utilisateur puisse se jouer dessus et faire les recherches. Donc, première des choses, on a un filtre qui est affiché sur le listing des résultats. Pour qu'on ne retrouve pas dans notre recherche tous les documents, les fichiers, les dossiers par défaut, on va restreindre en fait cette recherche en disant bah, nous, ce qu'on veut, c'est uniquement les types de documents sinistres, rien d'autre. Donc ça, en complet, donc vous voyez, ça ressemble à des requêtes qu'on peut faire en SQL, mais qui sont très très simples avec des propriétés qui sont données. La question après, bien connaître le nom des propriétés que l'on a. Donc, je sais que pour le type de document, le nom de la propriété, c'est celui-là. Je mets un égal. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, automatiquement, c'est de l'autosuggestion. Donc, j'ai pas besoin de me poser la question de est-ce que je structure bien ou pas. Et là, vous voyez, il me propose déjà sinistre. Donc, voilà. Donc là, je sais que je recherche uniquement des sinistres. Qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, je veux déjà avoir une recherche full text qui recherche dans tous les sinistres. Donc, s'il y a un mot contenu dans le fichier, par exemple PDF d'un sinistre, je veux pouvoir le retrouver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un prédicat, donc quelque chose où l'utilisateur il va rentrer une valeur. Donc ça, c'est un champ, un système que l'on a et qui va marcher pour tous les types de documents, pour toutes nouvelles propriétés. J'ai pas besoin de me rembêter à me dire je peux faire une recherche plein texte sur cette valeur ou sur ce type de document. Donc je vais dans la partie système et je vois j'ai déjà l'opérateur de full text. Donc là, je vais avoir quelque chose à cocher, un texte à remplir, comme ici, voilà, qui va me faire de la recherche plein texte uniquement sur mes sinistres. Ensuite, ce que je veux, je vais créer ce qu'on appelle des agrégats. Les agrégats, donc c'est les petites boîtes à cocher comme ici, pour pouvoir affiner les recherches. Donc je vais en faire une première, donc sur des termes, sur des valeurs. Donc je veux le faire sur les différentes personnes qui vont sur les différents gestionnaires possibles. Comme ça, si j'ai un gestionnaire qui s'appelle Julie et l'autre John, je verrai directement Julie et John dans les résultats et je pourrais avoir une case à cocher sur Julie pour voir que les sinistres qui sont assignés à Julie. Donc je vais récupérer ma propriété, donc je vais les informations de sinistre juste pour le gestionnaire.
Terminé. Ça, c'est fait. Et maintenant, la dernière chose que je veux faire, c'est avoir une case à cocher aussi sur les dates. Donc ça, c'est déjà présent. Donc vous voyez, vous avez des créneaux de dates que vous pouvez définir pour les recherches. Donc là, je vais déjà rechercher la propriété où je vais faire une recherche par créneau de date. Donc vous voyez qu'automatiquement, il m'affiche uniquement ceux qui sont pertinentes, qui sont au format date. Donc je vais en faire que deux pour ce test. Donc c'est de la logique derrière qui est sur Elasticsearch, donc qui est notre moteur de recherche. Tout le monde n'est pas familier. Notre effort derrière, c'est de vous fournir toute la documentation très simple pour pouvoir pas se casser la tête et savoir comment est-ce que je définis ces intervalles. Donc ici, à chaque fois, on a le début d'aide. Et si vous voulez définir, bah, par exemple, je veux tout ce qui concerne la dernière année, bah, c'est la formule ici qui vous permet de le faire. Donc je vais faire un créneau pour l'année dernière. Donc, c'est now moins AY. Jusqu'à, ce que je veux faire, c'est que je veux filtrer tous ceux de l'année dernière et tous ceux de la semaine dernière. Donc, du coup, je vais dire que là, je m'arrête à 7 jours. Et ici, si je reprends ce créneau-là jusqu'à maintenant, celui-là, c'est ceux de la semaine dernière. Voilà. Donc là, j'ai défini ma recherche d'agrégat. J'ai fini ma recherche très, très simplement. Dernière étape sur la partie de structuration, on veut un petit workflow pour pouvoir valider ce sinistre. Donc pour pouvoir valider ce sinistre, on va créer ici un nouveau workflow sinistre. Donc c'est encore un nouveau menu, validation de sinistre. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment on fait très rapidement un workflow. Donc, c'est pas besoin de se casser la tête, pas besoin d'avoir de la logique compliquée avec des boîtes dans tous les sens. Ici, je définis son label. Je vais définir des choses qu'on peut remplir sur les tâches. Donc, par exemple, je vais dire, bah, je veux pouvoir rajouter un commentaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir se passer d'une tâche à une autre. Je vais pouvoir dire sur quel type de document je veux lancer ce workflow. Donc, moi, je veux juste que ça soit un workflow uniquement sur les sinistres, pas sur des fichiers, pas sur des images. Et ici, je vais pouvoir définir graphiquement, très simplement, les différentes étapes. Donc, pour ce webinaire, on va faire quelque chose de très simple. Je lance mon workflow, j'accepte ou je rejette. Vous voyez qu'encore une fois, c'est que des choses visuelles, je fais du drag and drop. Et je veux une tâche pour pouvoir rejeter aussi. Donc, je vais le dessiner. Tout ce que j'ai à faire pour dessiner mon workflow, je prends les choses, je fais du drag and drop. Je démarre, j'accepte ou je rejette. Si je rejette, je vais aller dans cette tâche de revue, je vais la renommer derrière. Quand j'ai revu mon document avec mes corrections, je reviens à l'entrée de cette tâche. Et si je valide ici, je vois le bouton valider, je vais le terminer. Et boum, j'ai défini directement mon workflow. Donc maintenant, on va un peu le paramétrer. On va marquer revue de workflow. Vous voyez que simplement avec le petit crayon de sinistre, je peux mettre un titre, je peux mettre une directive, donc un texte qui va expliquer qu'est-ce que je dois faire. Je peux définir jusqu'à quand je dois le faire. Donc, on vous propose des structurations automatiques. Donc là, cette expression-là, donc toujours avec les aides, ça va vous dire, vous avez 5 jours pour le faire. Donc, j'ai qu'à copier-coller. Et si c'est 10 jours, bah, j'ai juste à changer les chiffres devant. Je peux assigner des responsables de tâches qui soient figés. Donc, ce qui va être le cas pour cette démo, c'est-à-dire à chaque fois, on veut que ça soit pour le compte administrateur. Ou alors, on peut assigner directement des expressions par rapport à des valeurs de propriété. On peut automatiser des envois de mails. Je vais dire que je veux pouvoir utiliser les commentaires. Et après, je vais dans ma zone de transition. Donc, on voit bien les deux transitions possibles, la valider et la rejeter. Et vous voyez qu'on est capable de pouvoir lier, suivant la transition qu'on choisit, quelque chose. Et ben, le quelque chose, on en a fait une, si vous vous rappelez. On a fait quelque chose qui permet de changer l'état de cycle de vie. Et on veut que quand on valide, il passe à valider. Donc là, à chaque fois que l'utilisateur va valider, automatiquement, je vais changer mon cycle de vie. On pourra rajouter plein de choses. On pourra dire, je peux le versionner, je peux le publier, j'envoie des mails. Donc là, c'est juste que dans cette automation, on a juste fait un changement de cycle de vie. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va changer simplement l'intitulé de cette case-là. Donc on va l'appeler correction pour faire simple.
mettre à jour, voilà, avec ce qui va pas. Là, l'expression, on va dire un peu plus strict, on va dire que lui, il a que 5 jours. Je vais repréciser que c'est pour l'administrateur. Administrateur, très bien. Je vais me rappeler que je vais aussi utiliser le commentaire et je ne vais pas exécuter de choses particulières. Et voilà, en 3 minutes, un workflow de revue très simple. Dernière petite chose, je veux un peu customiser la page d'accueil pour que mes utilisateurs n'aient pas l'interface par défaut. Donc, je vais mettre un petit thème pour, on va dire que notre société s'appelle Acme. Vous voyez qu'on a déjà pas mal de choses qui sont disponibles. Je peux changer, par exemple, le fond d'écran. Ici, j'en ai un qui est déjà prêt de mon côté. Donc, c'est celui-là. Voilà, je l'upload. Donc là, j'ai changé le fond d'écran quand je me connecte. Je peux définir un logo, donc j'en ai déjà un, je vais le préparer. Donc ça va être ce logo-là. Pour qu'il s'affiche correctement, je vais définir sa hauteur et sa largeur pour pas qu'il soit déformé. Donc je sais que pour mon logo, ça doit être 170 sur 70. Voilà. Et je vais retirer tout ce qui est les news et les informations de footer qui sont en bas de page, comme ça. Donc là, terminé, j'ai défini tous mes éléments. Tout ce que je vais faire désormais, c'est simplement générer tous les éléments graphiques pour pouvoir les réutiliser. Donc là, maintenant, je vais basculer côté designer, et là, on va travailler sur les écrans. Donc, on va aller très vite sur cette partie-là, parce que le plus gros du travail est toujours sur la partie modulaire. Vous voyez qu'ici, on peut créer des nouveaux onglets, des nouveaux formulaires, des nouveaux boutons, des nouveaux thèmes, des traductions. Donc, je l'ai dans mes formulaires, ce qu'on appelle les layouts. Ici, je vais lister uniquement mes types de documents particuliers. Donc, je vais définir les formulaires pour mon dossier de sinistre. Donc, on a différents types de formulaires dans Nuxeo. On a la création, l'édition, l'import, les propriétés et les views, tout simplement parce que quand on va sur des documents, suivant l'endroit où on se situe, on va pouvoir afficher des propriétés différentes. Donc, je vais le faire aussi pour le sinistre. Donc là, ça va me générer tous mes formulaires. Donc, par exemple, si on revient sur cet écran-là, ici, c'est tout ce qu'on appelle la partie metadata, c'est-à-dire propriété, là où on va afficher les propriétés. Ici, c'est le view qui affiche par défaut la prévue de notre document. Donc là, j'ai mon sinistre et tout ce que je veux faire dans ce scénario-là, je veux configurer mon écran de création. Donc, vous voyez que là, on a visuellement ce qui se passe, qui va s'afficher à l'utilisateur. Je veux utiliser les propriétés liées à mon sinistre. Sur la droite, là, je vois toutes les propriétés qui sont liées à mon sinistre. J'ai juste à glisser-déposer et je vois qu'il va m'afficher tous les éléments visuels. Donc, quelque chose qui permet de sélectionner des utilisateurs et des groupes pour les gestionnaires, une date pour un élément de date picker pour ma date de sinistre et un identifiant. Vu que je vais le calculer, l'identifiant, je ne veux pas l'afficher, donc je décoche simplement. Donc là, vous voyez, les éléments visuels vont se créer automatiquement. Je peux les configurer après de manière très simple avec la partie propriété pour mettre à jour certains éléments. Donc, je vais faire juste le formulaire de création. Je vais faire exactement la même chose côté import, parce qu'on va faire des imports. Hop. Donc, je veux pas mon identifiant. Et par contre, sur mon écran de propriété, donc quand je vais cliquer sur un sinistre et prendre les informations, je vais ici, je fais mon sinistre, et là, je vais afficher tout ce qui est en lecture. Voilà, donc j'ai pas besoin d'en définir. Et donc là, très rapidement, j'ai pu définir les sinistres. Au passage, quand on parlait de low-code et après dire on peut aller plus loin, vous voyez que ici, je peux passer en mode vue de code. Donc ça, c'est tout ce que Nexo Studio génère pour vous. Donc, j'ai pas besoin de connaître de syntaxe HTML ou ce genre de choses. Donc là, j'ai défini mes formulaires pour mon sinistre et mon dossier de sinistre. Je vais générer aussi les formulaires pour mes tâches de workflow. Donc, je vais ici, j'appuie juste sur un gros bouton qui va me générer le formulaire pour la revue de sinistre et pour les corrections. Je vais juste faire une petite correction par défaut, une petite mise à jour sur la partie correction, parce que par défaut, il m'a mis un commentaire que je peux éditer, mais ça n'a pas de sens si jamais je suis dans un processus de correction. Je dois juste consulter, je ne vais pas les modifier. Donc ici, je dis sans visualisation.
Dernière étape pour la partie interface, je vais définir mon formulaire de recherche. Donc là, très très simple. Sur ma recherche, je vais définir mon formulaire. J'ai qu'à cliquer sur le bouton configure. Il va me générer tous les éléments qui vont bien. Donc quelque chose pour les gestionnaires, les dates de sinistre et la recherche plein texte. Donc au passage, je peux peut-être changer cette partie-là pour que ça soit juste marqué plein texte. Et sur les formulaires de résultats, je vais faire exactement la même chose. Donc là, il va me générer les formulaires de résultats. Vous voyez que par défaut, on a des grilles, on a des listes. Je vais mettre la liste qui s'affiche par défaut. Je vais configurer un petit peu cette chose-là. Je vais lui dire que sur cette liste, je veux utiliser de la multisélection. Vous voyez, c'est que du clic. Je veux pouvoir modifier l'ordre des colonnes, donc ça, c'est ce paramètre-là. Et surtout, j'ai un éditeur visuel pour choisir quelles sont les colonnes qui sont pertinentes pour moi. Donc, vous voyez que par défaut, on a date de création, modification, dernier contributeur. Je m'en fiche du contributeur, j'appuie sur le petit œil. Ça sera pas affiché. Date de modification également. Mais je veux afficher pour moi ce qui est pertinent, c'est évidemment les informations de mon sinistre. Donc, j'ai qu'à prendre le sinistre, glisser, déposer. Donc là, j'ai toutes mes informations. Et donc, du coup, je vais pouvoir lister directement le sinistre, la date, le gestionnaire. Et après, je peux même en rajouter des nouvelles si besoin. Par exemple, si je veux définir tout ce qui va être par exemple, l'état de cycle de vie, hop, je vais le rajouter ici. Voilà. Donc ça va m'afficher l'état de son cycle de vie. Comme ça, je vais pouvoir voir ce qui est validé, ce qui est toujours en cours de traitement. Et là, ma configuration est normalement terminée. J'ai plus qu'à quand même rajouter le petit bout, rajouter, dire que cette recherche, elle s'exécute sur la partie de gauche ici. Donc, dire dans quel endroit. Donc, j'ai qu'à appuyer sur ce bouton-là, dire que c'est recherche sinistre. Voilà. Je peux pêcher dans les icônes présentes par défaut. Je peux mettre à jour directement, ajouter ma propre icône de recherche. Je mets un ordre, donc ils sont de 10 en 10. Je dis que la recherche peut s'effectuer de manière automatique. J'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton pour lancer la recherche. Je peux dire, bon, ben, je peux choisir, je laisse l'utilisateur choisir s'il veut que ça soit automatique ou pas. Et là, j'ai terminé. Donc là, en 20 minutes, j'ai fait une application. Donc maintenant, on va retourner sur notre instance Nuxeo. On va vérifier que tout marche comme attendu. Pour déployer un projet studio, la seule chose qu'il y a à faire, c'est faire ce qu'on appelle un hot reload. Donc là, je vais appuyer sur ce bouton. Et ce que ça va faire, ça va récupérer toute la configuration que j'ai définie dans Nuxeo Studio auparavant, donc les types de documents, les formulaires, tout ça. Ça va me le déployer en local sur cette instance que vous voyez là. Et ce qui fait que sans avoir à arrêter et redémarrer mon serveur, je peux l'utiliser. Donc là, vous voyez que mon studio est déployé. Je vais juste vider mon cache pour être sûr que tout est OK. Si je mets des logs, voyons voir. Donc là, on voit bien qu'on a notre page d'accueil. On voit bien qu'on a notre logo. Je peux me connecter. Si je retourne sur mon arborescence et que je crée un nouveau domaine, donc si je vais l'appeler pour webinar, par exemple, et que je le crée, on voit bien que, comme prévu, j'ai généré mon arborescence automatique pour que j'ai la gestion de sinistre. Si je vais dedans et que je clique sur le bouton plus, on voit que je peux créer uniquement des sinistres. Donc, de cette manière, je m'assure que tout est rangé au bon endroit. Je vais créer un sinistre et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre l'élément qui me permet de déposer le fichier. Donc, pour ça, pas de panique. Il suffit simplement, donc, vous voyez, une mise à jour rapide. Je me dis, j'ai oublié de mettre l'élément visuel pour déposer mon PDF. Eh ben, j'ai juste à faire ça, le déposer. Donc, ça va mettre une zone pour pouvoir faire un glisser-déposer d'un PDF. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Je vois que j'ai fait une petite erreur. Je l'ajoute côté studio. Je reload. Et directement, je vais pouvoir valider que ça fonctionne. Donc là, pouf, je l'ai déployé. Et logiquement, si j'essaye de recréer un sinistre, je vais pouvoir voir, avec un petit rafraîchissement de cache, ça marchera mieux. Je vais pouvoir voir ce nouvel élément. Je n'ai pas dû sauvegarder correctement. Forcément, si je ne sauvegarde pas, ça ne va pas très bien aller. Hop.
Donc là, vous voyez qu'on a les différents éléments visuels, le titre, la description, la date de sinistre, le gestionnaire. J'ai pas l'identifiant, parce que je sais que je vais le précalculer. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai mon nouveau champ. Je mets une date, je mets une date, je mets un gestionnaire. Vous voyez que ça me recherche bien des utilisateurs. Julie Dupont. Je vais mettre un fichier. On va mettre par exemple un PDF. Je vais le créer. Et donc là, vous voyez bien que du coup, on a pu générer automatiquement l'identifiant de sinistre. Donc, vu que c'est le premier document en incrément de 1, la date du jour est préfixée par sinistre. Là, je vois l'ensemble de mes informations. Juste pour gagner un petit peu plus de temps, je vais en créer deux ou trois de plus. Donc, les deux de plus, parce qu'on est un petit peu court en temps. Donc, je vais pouvoir ajouter des propriétés à la volée. Vous voyez que je peux aller sur plusieurs. Donc, je mets une date de sinistre différent. Je vais mettre un gestionnaire différent. Hop, et je vais créer, voilà. Donc là, j'en ai créé des nouvelles. Si je vais sur le premier document test, je vérifie que je peux lancer un workflow. Donc ici, je vois bien que j'ai accès à mon processus de lancement de workflow. On voit bien qu'il m'a signé. On voit bien que c'est à 10 jours. Donc on est le 26 et jusqu'au 6. Je vois que j'ai une nouvelle tâche. Si je clique sur le view graph, on voit bien le même workflow que j'ai dessiné juste avant. Ici, j'ai mon formulaire de tâche que j'avais défini avec un commentaire. Donc, on pourra dire, par exemple, corriger la première ligne, etc. Donc, je vais le rejeter. Au passage, vous voyez que l'état est toujours en ouvert par défaut. Donc là, je vais le corriger. Donc là, on voit bien le champ qui est en lecture. Je vais approuver ma correction. Je retourne sur mon étape là. Donc, je viens de faire ça, ça, ça. Je retourne en revue de sinistre. Et cette fois-ci, je vais procéder et je vais le valider. Et là, vous voyez que, par magie, mon étape de cycle de vie passe maintenant en traité. Et dernière petite chose, sur la partie recherche, je vais avoir ma nouvelle recherche ici de sinistres. Et donc là, je suis capable de pouvoir sélectionner les sinistres qui sont de l'année dernière, qui sont de la semaine dernière. Donc, on voit bien qu'on en a deux différents. Si je check, on voit bien que c'est du 24 novembre, donc c'est bon, c'était bien la semaine dernière. Et celui de l'année dernière, si je clique dessus, on voit bien que c'est du 11 novembre. Et en passage, vous voyez aussi qu'on a les différentes colonnes que l'on a définies par défaut. Là, j'aurais dû changer le label pour que ce soit plus lisible. Je peux dire, est-ce que je clique sur rechercher ou pas? Je peux affiner par gestionnaire, donc pas de change, j'ai mis que Julie pour le coup. Et je peux faire de la recherche plein texte très rapidement. Par exemple, si je cherche ce mot, SUNT, et que je vais là, et que je recherche, forcément, j'ai déposé plusieurs fois, je vais pouvoir le retrouver. Donc voilà pour cette démo rapide. Je finis pile dans les temps, ça va être un peu court pour la question-réponse. Mais voilà comment est-ce qu'on fait pour déployer une application complète en une vingtaine de minutes. Et ben, je pense qu'on est à la partie question-réponse.